Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bon, dans cette vidéo, on va terminer le paragraphe 4 de 1. Puis après, on énoncera et on démontrera le théorème de la convergence dominée, qui est l'un des théorèmes les plus puissants de cette théorie. Bon, commençons par la proposition 4 de 16. Soit F, une autre tribu sur X tel que B est inclus dans F, comme on dit F est un prolongement de B, et soit nu, une mesure positive sur F qui prolonge mu à F. Autrement dit, mu est la restriction de nu à B. Donc nu, c'est un prolongement de mu. Donc si F de X vers R bar, respectivement C, est une fonction B mesurable, elle est mesurable par rapport à la plus petite tribu, elle est aussi F mesurable, et on a F est mu intégrable, seulement si F est nu intégrable. Dans ce cas, on a l'égalité des deux intégrales. Bon, on a déjà établi un résultat similaire pour le cas F positive, à valeur dans R bar plus. Donc, si vous avez une tribu qui prolonge B et une mesure nu sur F qui prolonge mu, alors pour une fonction B mesurable, relativement à la plus petite, l'intégrabilité par rapport à mu est équivalente à l'intégrabilité par rapport à nu, et les deux intégrales coïncident dans ce cas. Bon, il suffit d'appliquer donc la proposition 4,1,25 à F plus et F moins. Proposition 4,2,17, soit F de X vers R bar respectivement, c'est une fonction mu intégrable. Okay. Il n'est pas positif la fonction, donc on suppose qu'elle est mu intégrable. Alors, F égale 0 mu presque partout, si et seulement si qu'elle, que soit A appartient à B, l'intégrale sur A de F d mu égale 0. Bon, on a déjà vu dans une proposition précédente que si F est à valeur dans R bar plus et B mesurable, alors F égale 0 presque partout, si et seulement si l'intégrale de F sur X égale 0. Et ça, c'est vrai uniquement lorsque la fonction est B mesurable et positive. Ici, la fonction n'est pas nécessairement positive, elle est quelconque. On suppose d'abord qu'elle est intégrable. On a besoin de l'intégrabilité de F. Et on a alors F égale 0 mu presque partout, si et seulement si l'intégrale de F d mu égale 0 sur tout mesurable A appartenant à B. Bon, pour la démonstration, on distingue les deux cas suivants. Le cas réel, bon, on suppose que F égale 0 mu presque partout. Bon, si F égale 0 mu presque, cette implication est immédiate. Okay. Parce que si F égale 0 presque partout, alors l'intégrale de F sur n'importe quel mesurable, c'est 0. Pour la réciproque, supposons que quel que soit A appartient à B, l'intégrale sur A de F d mu égale 0. Et considérons, bon, on suppose cette propriété, on veut montrer que F égale 0 presque partout. Donc ça revient à montrer que cet ensemble est négligeable. C'est déjà un mesurable, il suffit de montrer que mu de n égale 0. Pour cela, on définit les deux ensembles suivants. A1, c'est F strictement positif, l'ensemble des x tel que f de x strictement positif, et A2, c'est l'ensemble des x qui appartiennent à x tel que f de x est strictement négatif. Il est clair que n appartient à B, A1 appartient à B, A2 appartient à B, A1 et A2 sont disjoints, et A1 union A2, c'est n. Donc, pour montrer que n est un mu négligeable, il suffit de le faire pour A1 et A2. On a f qui A1, il est supérieur ou égal à 0, parce que si x appartient à A1, f qui a 1 de x, c'est f de x, c'est strictement positif. Si x n'appartient pas à 1, f qui a 1 de x, c'est 0. Donc cette fonction, elle est supérieure ou égale à 0. Et l'intégrale, d'après l'hypothèse, l'intégrale sur A1 de d mu égale 0. Et cette intégrale, par définition, c'est l'intégrale sur x de f qui a 1 d mu. Donc vous voyez, l'intégrale sur x d'une fonction positive mesurable est nulle. Donc d'après la proposition 4,1,44, f qui a 1 égale 0 mu presque partout. Cette fonction est nulle presque partout. Parce que la fonction ici, elle est mesurable positive. Okay. Donc, f qui a 1 égale 0 mu presque partout. Or, cet ensemble, l'ensemble des x, tel que f qui a 1 de x est différent, c'est exactement à 1. Parce que regardez, si x appartient à 1, l'image de x par cette fonction, c'est f de x, c'est strictement positif. Si x n'appartient pas à 1, l'image de x, c'est 0. Donc, l'ensemble des x, tel que f qui a 1 de x différent de 0, c'est exactement A1. Donc, mu de A1 égale mu de cet ensemble égale 0, puisque f qui a 1 égale 0, mu presque partout. Donc, on a montré que mu de A1 égale 0. Bon, on montre de la même manière que mu de A2 égale 0. Donc, mu de n égale 0, et par suite, f égale 0, mu presque partout. Bon, pour le cas complexe, il suffit d'écrire f égale f1 plus if2 et appliquer le cas réel à f1 et f2. Une remarque, si f et g de x vers r bar respectivement, ce sont deux fonctions mu intégrables,
alors on a f égale g mu presque partout, si seulement si, quel que soit a appartient à b, l'intégral sur a de f d mu égale l'intégral sur a de g d mu. Attention, l'intégral sur x de f d mu égale l'intégral sur x de g d mu n'implique pas que f égale g mu presque partout. Et f égale g mu presque partout, si et seulement si l'intégrale sur a de f d mu égale l'intégrale sur a de g d mu pour n'importe quel mesurable a appartenant à b. Bon, pour la démonstration, bien sûr, ici, on ne peut pas considérer la fonction f moins g parce que les deux fonctions sont, s'ils sont à valeur dans R bar, la fonction f moins g n'est pas nécessairement définie sur x. Donc, on aura un problème ici. Donc, c'est pour ça qu'on considère cet ensemble. L'ensemble n, l'ensemble des x tel que f de x égale l'infini. Ou bien l'ensemble des x tel que g de x égale l'infini. Ou bien l'ensemble des x tel que f de x égale l'infini. Ou g de x égale l'infini. Comme vous voulez. De toute façon, dans tous les cas, c'est un mu négligeable. Bon, pourquoi c'est un mu négligeable? Parce que les deux fonctions sont mu intégrables. Donc, elles sont finies presque partout. Les deux fonctions sont mu intégrables. Donc, elles sont finies presque partout. Donc, cet ensemble et les autres, bien sûr, sont des mu négligeables. Donc, et on multiplie f par qui n c, g par qui n c, on fait la différence, puis on applique le résultat, la proposition précédente à cette fonction. OK? Et on obtient alors le résultat. On sait aussi que si f égale g presque partout et l'une est intégrable, l'autre est intégrable, ils ont la même intégrale. Ça, on aura besoin de ça aussi. Remarque, si f de x vers respectivement c est mu intégrable, l'implication, l'intégrale de f d mu sur x égale 0, implique f égale 0 mu presque partout. Cette implication-là est fausse en général, comme le prouve l'exemple suivant. Donc, soit l'espace mesuré RBR lambda, soit la fonction f égale qui 0, 1 moins qui 1, 2. Il est clair que l'intégrale de f, d'abord, f c'est une fonction étagée, à valeur dans R, c'est une fonction étagée. Il est lambda intégrable parce que ces deux ensembles sont de mesure finie, donc f est lambda intégrable. Et l'intégrale de f, c'est lambda de 0, 1 moins lambda de 1, 2. Hein, donc, c'est 0. L'intégrale de f des lambda sur R, bien sûr, c'est 0. Autant, cet ensemble, l'ensemble des x appartient à R tel que f de x est différent de 0, c'est 0, 1, union 1, 2, parce qu'il prend 1 sur cet ensemble, moins 1 sur cet ensemble et 0 ailleurs. Donc l'ensemble des x tel que f de x est différent de 0, c'est 0, 1, union 1, 2, c'est-à-dire 0, 2. Et la mesure de cet ensemble, c'est 2, c'est différent de 0. Donc cette implication est fausse en général, attention. Bon, passons au paragraphe 4.2, 4.2.2. Donc on va énoncer et démontrer le théorème de Lebesgue, qu'on appelle aussi le théorème de la convergence dominée, qui est l'un des théorèmes les plus importants de cette théorie. C'est le deuxième théorème de convergence après le théorème de Beppe-Lévy. Donc, soit Fn une suite de fonctions b mesurables de x vers R, respectivement c, qui convergent mais presque partout vers une fonction b mesurable f de x vers R bar, respectivement c. Donc là, on a supposé que f est à valeur dans R bar, ou c, et que les Fn sont à valeur dans R, ou c. On n'a pas considéré R bar ici. Tout simplement pour que cette différence Fn moins f soit définie sur x tout entier. Parce que sinon, on peut avoir la forme plus l'infini moins l'infini. Donc Fn moins f ne sera pas défini sur x tout entier. Mais on verra après comment on peut surmonter ce problème. On peut supposer que les Fn sont à valeur dans R bar ou c, il n'y a pas de problème. Donc les Fn sont mesurables de x vers R respectivement c, qui convergent, la suite converge mais presque partout vers une fonction b mesurable f de x vers R bar respectivement c. On suppose de plus qu'il existe une fonction positive g de x vers R bar plus mu intégrable telle que module de Fn est inférieur à g mu presque partout, quel que soit n supérieur ou égal à 1. On dit que la suite Fn est dominée par la fonction g. C'est pour ça qu'on l'appelle théorème de la convergence dominée. Donc, on suppose que module de Fn est inférieur ou égal à g, mu presque partout, quel que soit n, où g est une fonction positive intégrable, mu intégrable. Alors, donc sous ces conditions-là, vous avez les Fn sont mesurables, à valeur dans R ou C. F est une fonction mesurable à valeur dans R bar ou C. La suite Fn converge mu presque partout vers F. La suite Fn est dominée par une fonction positive intégrable g. Alors, sous ces conditions-là, les fonctions Fn et F sont mu intégrables et on a
la limite quand n tend vers plus infini de l'intégral sur x de la valeur absolue de module de fn moins f d mu égale 0. En particulier, on a, quel que soit a appartient à b, l'intégral sur a de f d mu égale la limite quand n tend vers plus infini de l'intégral sur a de fn d mu. Ceci, bien sûr, quel que soit a appartient à b. Bon, les fn sont intégrales, c'est trivial, parce que regardez, d'après le critère de comparaison, si vous voulez, le module de fn, il est inférieur ou égal à g mu presque partout. Comme g est intégrable, alors fn est intégrable. On peut en déduire aussi que le module de f est inférieur ou égal, puisque fn converge presque partout vers f. Donc, on aura un module de f inférieur ou égal à g mu presque partout. Donc, f est aussi mu intégrable. Donc, l'intégrabilité de fn et f ne pose aucun problème, c'est immédiat. Notons d'abord que pour toute L, la fonction fn moins f est bien définie sur x, puisqu'on a supposé que fn est à valeur dans R. Okay. Donc la différence est bien définie. Et il est à valeur dans R bar ou C, bien sûr. Soit le mu négligeable, considérons le mu négligeable n, qui est une réunion dénombrable de négligeables. Donc cet ensemble-là, pour n donné, cet ensemble, l'ensemble des x, c'est que le module de fn de x est supérieur ou égal à g, est un mu négligeable, parce qu'on a par hypothèse module de fn est inférieur ou égal à g presque partout. Donc là, vous avez une réunion dénombrable de négligeables. De même, G, il est intégrable. Il est à valeur dans R bar plus. Il est intégrable, donc il est fini presque partout, d'après un résultat précédent. Donc cet ensemble, l'ensemble des x, c'est que G de x égale plus infini, est un mu négligeable. De plus, Fn converge presque partout vers F. Donc cet ensemble-là est un mu négligeable. Donc N est une réunion dénombrable de mu négligeables. Donc c'est un ensemble mu négligeable. Donc considérons les fonctions. H égale f qui nc, je multiplie f par qui nc, le produit est bien défini grâce à la convention 0 fois l'infini égale 0. Phi égale g qui nc, la même chose ici, le produit est bien défini, bon, grâce toujours à la même convention. Et on pose hn égale fn qui nc, quel que soit n, supérieur ou égal à 1. Ici, n est à valeur dans R, bien sûr. Donc ce sont des fonctions mesurables, bien sûr, produit de fonctions mesurables, c'est immédiat. Il est clair que phi positive est fini, hein, parce que G est positive. Donc phi est positive, et qui NC est positive, donc phi est positive. Sur NC, si x appartient à NC, le complémentaire de n, il n'appartient pas à cet ensemble. Donc G de x est fini. Donc phi de x est fini. Si x appartient à n, phi de x c'est 0. Donc c'est fini. Donc phi est une fonction positive et finie. De plus, il est mu intégrable. Parce que regardez, f égale g presque partout. Hein, parce qu'il diffère peut-être sur L, qui est un mu négligeable. Donc f égale g presque partout. Et g est mu intégrable. Donc phi est mu intégrable d'après un résultat précédent, bien sûr. Donc il est mu d'après la proposition 4, 2, 10. Donc puisque phi égale g presque partout et g est mu intégrable par hypothèse. Donc d'autre part, d'après la définition de L, on a Hn converge vers H simplement sur X. Regardez, si X appartient à NC, Hn de X, c'est Fn de X. Et si X appartient à NC, il n'appartient pas à cet ensemble. Donc Fn de X converge vers F de X. Donc Hn de X qui est égal à Fn de X converge vers F de X. Mais H de X, F de X, c'est H de X, puisque X appartient à NC. Donc Hn de X converge vers H de X. Si X appartient à N, Hn de X égale 0 et H de X égale 0. Donc Hn de X converge vers H de X. Donc Hn de X converge vers H de X, quel que soit X appartient à X. Par suite, Hn converge vers H simplement sur X. Bon, de même, vous avez module de Hn est inférieur ou égal à phi, quel que soit n supérieur ou égal à 1. Parce que si X appartient à NC, module de Hn de X, c'est module de Fn de X. Hein, et puisque X appartient à NC, il n'appartient pas à cet ensemble. Donc, module de Fn de X est inférieur ou égal à G de X. Donc, vous aurez module de Hn de X est inférieur ou égal à G de X. Si X appartient à N, module de Hn de X égale 0, il est inférieur ou égal à phi de X. Bon, notons que si X appartient à C, phi de X égale G de X aussi. On l'a utilisé ici. Donc, vous avez ici module de Hn est inférieur ou égal à, puisque c'est module de phi, module de Hn de X est inférieur à phi de X, quel que soit N supérieur ou égal à 1. Il suffit de distinguer les cas. X appartient à C, X n'appartient pas à NC. Et utiliser la définition de N, bien sûr, cette définition ici. Bon, de même, module de H est inférieur ou égal à phi. Bon, pourquoi module de H est inférieur ou égal à phi? Bon, parce que, regardez, Hn, il converge simplement vers
vers x. Et les H1 sont inférieurs ou égaux à phi, partout. Donc leur limite simple qui est h, donc vous avez le module de h est inférieur ou égal à phi. C'est une conséquence de ces deux propriétés-là. Donc vous voyez, grâce à ces considérations, grâce à la multiplication par K et NC, hein, on s'est ramené à une suite de fonctions qui convergent simplement sur x, hein, à une suite dominée par une fonction intégrable positive finie, dominée sur x pour tout x appartenant à x, hein, et la limite simple h est en module et majorée par phi sur x. Donc les fonctions hn et h sont alors finies et mu intégrables, parce que phi est fini. Donc hn est fini, bien sûr. Donc les fonctions de même h. Donc les fonctions hn et h sont alors finies et mu intégrables d'après le corollaire 4 de 14. Non, on n'a pas besoin du corollaire 4 de 14 pour dire qu'il est fini, qu'ils sont finis. Fini, ça découle de ça. OK? Puisque phi est fini, phi est déjà fini. OK? Mais pour la mu-intégrabilité, on a besoin de ce corollaire. Pour la mu-intégrabilité de hn, parce que hn, regardez, hn égale, voilà, c'est ça. Vous avez module de hn est inférieur ou égal à phi, et phi est mu-intégrable. Donc hn est mu-intégrable. De même, module de h est inférieur à phi, et phi est mu-intégrable. Donc h est phi intégrable. Donc on a besoin de ce corollaire pour l'intégrabilité de h et de hn. Bon, il s'ensuit alors que f égale fn sans mu. Bon, on l'a déjà justifié, mais on peut le retrouver ici, puisque, regardez, puisque fn égale hn presque partout et hn est intégrable, donc fn est intégrable. De même pour f. C'est ça, voilà, puisque fn égale hn presque partout et f égale h presque partout. Ah. Posons donc gn égale 2 phi moins module de hn moins h, quel que soit n supérieur à a. Cette fonction est bien définie parce que la différence hn moins h est bien définie. Hn et h sont à valeur dans R ou dans C. Hein. De même pour phi, il est à valeur dans R ou dans R+. Donc, ces différences sont très bien définies. Donc, la fonction Gn est bien définie, quel que soit n supérieur ou égal à 1. Alors, Gn est bien défini, Gn appartient à n+, c'est la somme de deux fonctions mesurables, et Gn converge simplement sur x vers 2 phi, parce que Hn moins h converge simplement vers 0. Donc, Gn converge simplement vers 2 phi sur x. Comme phi et Hn moins h sont mu intégrables, le lemme de Fatou entre elles, l'intégrale de la limite, c'est-à-dire 2 fois l'intégrale de phi, est inférieure à la limite inf de l'intégrale de Gn. Et l'intégrale de donc vous avez la limite inf de l'intégrale de 2 phi moins l'intégrale de valeur absolue de module de Hn moins h. Or, l'intégrale de 2 phi est une constante, c'est un nombre positif. Donc la limite, je peux le mettre à l'extérieur de la limite inf. Donc j'obtiens 2 fois l'intégrale de phi d mu plus la limite inf de moins l'intégrale. Mais la limite inf de moins l'intégrale, c'est moins la limite sup de l'intégrale. Moins la limite sup de l'intégrale de module de Hn d. Voilà ce qu'on obtient. Donc là, vous avez le même nombre. C'est un nombre réel positif ici. Donc on peut simplifier par 2 fois l'intégrale sur x phi d parce qu'il appartient à R+. Parce que c'est un réel, tout simplement. Voilà. Donc on aura alors moins la limite sup est supérieure ou égale à 0. Donc la limite sup est inférieure ou égale à 0. Okay. Et c'est positif. Hein? Donc il est nul. Il est négatif et positif, donc il est nul. Donc la limite sup est nulle. La limite inf, elle est positive, il est inférieur à la limite sup. Donc il est inférieur ou égal à 0. Donc la limite inf est nulle aussi. Donc vous avez la limite inf égale la limite sup égale 0. Hein? Donc cette suite-là est convergente dans R. Donc ça veut dire que la limite vers 0. Donc, ça veut dire que la limite quand n tend vers plus infini d'intégrale sur x de module de Hn moins h d mu égale 0. Il en résulte que la limite quand n tend vers plus infini d'intégrale sur x de module de fn moins f d mu égale 0, puisqu'on a module de fn moins f égale module de Hn moins h mu presque partout. Car fn égale Hn presque partout et f égale h presque partout, d'après la définition de, regardez ici, d'après la définition de h et la définition de Hn. Voilà, donc on a établi
Reste ce cas particulier, on terminera la démonstration. Bien sûr, la démonstration est terminée. Donc, en particulier, si A appartient à B, on aura le module de l'intégrale sur A de Fn dmu moins l'intégrale sur A de n dmu. Tout ça, ça existe parce que le Fn et F sont intégrales. Okay? C'est inférieur ou égal. Bon, c'est l'intégrale sur A de Fn moins F dmu. Et on sait que la valeur absolue de l'intégrale est inférieure ou égale à l'intégrale de la valeur absolue. Ou si vous voulez, le module de l'intégrale est inférieur ou égal à l'intégrale du module. Donc, c'est inférieur ou égal à l'intégrale sur A du module de la différence. Okay? Et ça, c'est majoré par l'intégrale sur x de module de Fn moins F dmu. Parce que A est inclus dans x et module de Fn moins F est une fonction positive. Attention, c'est parce que c'est une fonction positive que l'intégrale sur A est inférieure à l'intégrale sur x. OK? Donc, et on vient de montrer que c'est un, voilà, cette intégrale tend vers 0 quand n tend vers l'infini. Donc, d'après la règle d'encadrement, le théorème d'encadrement, puisque ce terme tend vers 0, alors l'intégrale sur A de Fn dmu tend vers l'intégrale sur A de F dmu quand n tend vers l'infini. Ceci achève donc la démonstration du théorème de Lebesgue. Bon, l'hypothèse module de Fn inférieur ou égal à G mu presque partout, quel que soit n supérieur ou égal à 1, qu'on appelle hypothèse de domination, est indispensable dans le théorème de 4.2.21, comme on le voit sur cet exemple. Soit l'espace mesuré R plus BR plus lambda, et soit Fn égale qui n, n plus 1, où tout n appartient à n. Bon, il est clair que Fn est une suite de fonctions lambda intégrales. Okay? Lambda intégrale, parce que c'est une fonction étagée, c'est un ensemble de mesures finies. Okay? Donc Fn est lambda intégrale, c'est évident. Son intégrale, c'est la mesure de cet ensemble, c'est 1. Voilà. Donc c'est une suite de fonctions lambda intégrale. Et il est mesurable, bien sûr, parce que c'est un borélien. Donc c'est une suite de fonctions lambda intégrale qui converge simplement vers la fonction nulle. Sur R+. Parce que, regardez, si x appartient à R+, il existe un entier n0 tel que x est supérieur strictement à n0 plus 1, à n plus 1, quel que soit n, supérieur ou égal à n0. C'est immédiat. Okay? Si je prends x appartient à R+, il existe un entier n0, c'est que quel que soit n supérieur ou égal à n0, x est supérieur strictement à n plus 1. Donc, quel que soit n supérieur à n0, x n'appartient pas à cet intervalle. Donc, fn de x égale 0, quel que soit n supérieur ou égal à n0. Donc, ça veut dire que la suite fn de x, qui est une suite réelle, est une suite stationnaire. Donc, elle converge vers 0. Donc, la fonction f est ceci pour tout x appartient à R+. Donc, la suite fn converge simplement vers la fonction nulle sur R+. De plus, cette suite ne vérifie pas l'hypothèse de domination. En effet, si g de x vers R bar plus est une fonction borélienne telle que le module de fn est inférieur ou égal à g lambda presque partout, quel que soit n appartient à n, alors on aura g supérieur ou égal à 1 lambda presque partout. Donc, si on suppose qu'il existe une fonction borélienne positive telle que module de fn est inférieur ou égal à g lambda presque partout. Donc, vous avez g, fn, c'est qui n, n plus 1. Donc, vous aurez g supérieur ou égal à qui n, n plus 1 lambda presque partout. G, il est supérieur ou égal à qui n, n plus 1 lambda presque partout. Donc, sur n, n plus 1, sur l'intervalle n, n plus 1, g, il est supérieur ou égal à 1 lambda presque partout. Sur l'intervalle n, n plus 1, puisque qui n, n plus 1 de x, c'est x. Donc, sur l'intervalle n, n plus 1, g, il est supérieur ou égal à 1 lambda presque partout. Donc, g, il est supérieur ou égal à 1 lambda presque partout sur R+. Parce que R+, c'est la réunion des intervalles n, n plus 1, lorsque n décrit n, bien sûr. Donc, on a montré ici que si g de x vers R bar plus est une fonction borélienne telle que module de fn est inférieur ou égal à g lambda presque partout, quel que soit n appartient à n, alors g supérieur ou égal à 1 lambda presque partout. Et par suite, n n'est pas lambda intégrale. Parce que 1 n'est pas lambda intégrale. Sur R+, l'intégrale de 1 sur R+, c'est plus infini. Donc l'intégrale de g, c'est plus simple, parce que l'intégrale de g est supérieure à l'intégrale de 1. Okay?
Donc, l'intégrale de G est supérieure, c'est plus infini. Donc, G n'est pas lambda intégrale. Ceci explique. Donc, vous voyez, l'hypothèse domination n'est pas vérifiée ici. On a toutes les hypothèses, sauf la domination. Donc, ceci explique pourquoi on a la limite quand n tend vers plus l'infini de l'intégrale de Fn. L'intégrale de Fn, c'est 1, on l'a déjà dit. Il est différent de l'intégrale de f. L'intégrale f, c'est la fonction nulle. L'intégrale de f égale 0. Donc, on n'a pas l'égalité parce que l'hypothèse de domination n'est pas vérifiée. Un exemple. Soit l'espace mesuré R, BR, lambda, h de R vers R, une fonction lambda intégrale, et Fl, la suite, une fonction intégrale, lambda intégrale quelconque. Et Fl, la suite de fonctions définie sur R par Fn de x égale h de x cosinus de px à la puissance n, quel que soit x appartient à R, quel que soit n supérieur ou égal à 1. Bon, Fn est borélien, c'est le produit de fonctions boréliennes, parce que par hypothèse, h est lambda intégrale. Donc en particulier, il est mesurable, c'est-à-dire il est borélien, mesurable par rapport à cette tribu. Donc, et cosinus à la puissance n de px est une fonction borélienne parce qu'il est continu. Donc Fn, c'est le produit de deux fonctions boréliennes, donc c'est une fonction borélienne. Fn converge vers f égale 0, lambda presque partout. Bon, en effet, on a lambda de z égale 0, parce que z est dénombrable. Z est dénombrable, donc c'est un borélien de mesure nulle. C'est un négligeable, c'est un lambda négligeable. Et on a pour tout x appartient à R-z, pour tout x appartient à R-z, vous avez ceci. Parce que si x n'appartient pas à z, vous avez cosinus de px en valeur absolue strictement inférieure. Parce que normalement, cosinus px, il prend 1 ou moins 1 lorsque x appartient à z. Donc, si x n'appartient pas à z, il est différent de 1, cosinus px est différent de 1 et de moins 1. Donc, le module de cosinus px est strictement inférieur à 1. Donc, cosinus de px à la puissance n tend vers 0. Ceci pour tout x appartenant à R moins z. Donc, la fonction Fn converge vers la fonction nulle lambda presque partout. Parce que Fn de x converge vers f de x pour tout x appartenant à R moins z. Et lambda de z égale 0. Le module de Fn, il est inférieur au module de H. Le module de Fn est inférieur au module d'après la définition de Fn. Quel que soit n supérieur ou égal à 1. Et module de H est lambda intégrable, par hypothèse. H, il est lambda intégrable, donc sa valeur absolue est une fonction lambda intégrable, d'après un critère précédent. Donc, on a toutes les hypothèses. Le théorème de la convergence dominé. Donc, on peut dire alors que la limite quand n tend vers plus l'infini de l'intégration R de f de x cos de pi de x à la puissance n, cos de pi de x à la puissance n t lambda x égale l'intégration R de f t lambda égale 0, puisque f c'est la fonction nulle. Donc, comment on utilise ce théorème? Il y a plusieurs utilisations de ce théorème, bien sûr. C'est un très puissant. Fonction définie, mu presque partout. Bon, on dit qu'une fonction f est définie mu presque partout sur x si l'ensemble m des x appartient à x tel que f n'est pas défini en x, c'est-à-dire tel que f de x n'existe pas, est un mu négligeable de b. C'est un élément de b, mu négligeable. Un élément de b de mesure nulle. Donc en fait ici f il est défini, il n'est pas nécessairement défini sur x. Il est défini sur le complémentaire d'un mu négligeable. Sur MC. Donc, il est dit défini mu presque partout. Si l'ensemble des points où il n'est pas défini est un mesurable de mesure nulle. Exemple, soit l'espace mesuré R vers R lambda, et soit la fonction f définie par f de x égale 1 sur sinus x. On sait que cette fonction est définie lorsque x est différent de kpi, qui appartient à z, différent de tous les kpi. C'est-à-dire lorsque x n'appartient pas à cet ensemble. Donc, le domaine, ça, c'est le domaine de définition de cette fonction. OK? Donc, la fonction f est définie lambda presque partout sur R. On dit lambda presque partout sur R, même s'il n'est pas défini sur R, parce qu'on a lambda presque partout. La fonction f est définie lambda presque partout sur R, puisque la mesure, ça, c'est un mesurable d'abord, puisqu'il est borélien, puisqu'il est dénombrable. Donc, c'est un borélien. Et sa mesure égale 0, puisqu'il est dénombrable, bien sûr. Donc, puisque la mesure, cet ensemble, égale 0, c'est un mesurable de mesure nulle, hein, alors f est défini lambda presque partout sur R.
Bon, revenons au cas général maintenant. Soit f une fonction définie mu presque partout sur x à valeur dans R bar, respectivement C, M le mu négligeable défini dans la définition 4 de 25. C'est-à-dire l'ensemble où il n'est pas défini. Cet ensemble-là, où est-il? Non. Voilà. M, c'est cet ensemble. L'ensemble des x appartient à x, c'est que f n'est pas défini en x. L'ensemble des points qui n'appartiennent pas au domaine de définition, si vous voulez, de la fonction f. Donc, soit f une fonction définie mu presque partout sur x, à valeur dans R bar respectivement C, M le mu négligeable défini dans la définition 4 de 25, et mu 0 la restriction de mu à B inter MC. M est immesurable, donc MC est immesurable. Donc B inter MC est inclus dans B. Et mu est une mesure sur B. Donc on peut parler de sa restriction à B inter MC, qui est contenue dans B. Donc je note mu 0, la restriction de mu à B inter MC. On verra après que cette notation n'est pas nécessaire. On peut confondre mu 0 et mu après, mais pas maintenant. Pour l'instant, mu 0, c'est la restriction de mu à B inter MC. Soit f, bon, f il est défini sur le complémentaire de m. Il n'est pas défini sur m. Il est défini sur le complémentaire de m. Donc on va le prolonger à x par 0. De la manière suivante, soit f chapeau, le prolongement de f à x défini par f chapeau de x égale f de x si x appartient à MC, 0 si x appartient à m. 0 ici, il vaut mieux prendre 0 bien sûr. Ok? Donc c'est un prolongement simple. Bon. F, c'est la restriction de f chapeau à MC, bien sûr. Parce que f chapeau et f coïncident sur MC. Et f, il est défini sur MC, bien sûr. Il n'est pas défini sur M. Donc f, c'est la restriction de f chapeau à MC. F, il est défini sur MC. F chapeau, il est défini sur X. OK? Donc il est clair que f est B inter MC mesurable si seulement si f chapeau est B mesurable. Parce que f, c'est la restriction de f chapeau à MC. Et la restriction de f chapeau à m, c'est la fonction nulle, elle est toujours mesurable. La restriction de f chapeau à m, c'est la fonction nulle, donc il est toujours mesurable. Donc la restriction de f chapeau à mc et b inter mc mesurable, si seulement si f et b inter mc mesurable. Parce que cette restriction est exactement égale à f. Donc f et B inter MC mesurable si et seulement si F chapeau est B mesurable. Bon, rappelons que F est défini sur MC. Hein? MC est les menu de cette tribu-là et de la mesure mu 0. Voilà. Donc, F est défini sur MC et F chapeau est défini sur X. C'est pour ça qu'on parle ici de la B inter MC mesurabilité et ici on parle de la B mesurabilité. De plus, en utilisant la méthode standard, bon, la méthode standard, c'est-à-dire si f est une fonction caractéristique, puis une fonction étagée, puis une fonction positive, puis une fonction réelle, puis une fonction complexe. C'est ce qu'on appelle la méthode standard. De plus, en utilisant la méthode standard, on démontre facilement le résultat suivant. On suppose que f est B inter MC mesurable, c'est-à-dire f chapeau B mesurable. Bon, alors f chapeau, il y a même équivalence, alors f chapeau est B mesurable. Et on a les deux propriétés suivantes. Premièrement, le cas positif. Si f est positif, c'est-à-dire à valeur dans R bar plus. Donc si f est positive, alors l'intégrale de f sur MC d mu 0. F, il est défini sur MC. Hein? Et sur MC, on a l'attribut B inter MC et la mesure M2. Donc là, l'espace mesuré considéré ici, c'est l'espace MC, B inter MC, mu 0. Bon, l'intégrale de f sur MC par rapport à mu 0 est égale à l'intégrale de f chapeau sur x par rapport à mu, qui est égale bien sûr à l'intégrale sur MC de f chapeau d mu, parce que f chapeau est nul. Normalement, c'est l'intégrale sur MC plus l'intégrale sur m. Mais la fonction est nulle sur m. Donc l'intégrale sur x, c'est en fait l'intégrale sur MC. Donc regardez ici, l'intégrale de f sur MC par rapport à mu 0, c'est l'intégrale de f chapeau sur MC de
d mu. C'est l'intégrale sur x de f chapeau d mu. Et les deux égalités ont lieu, bien sûr, dans R bar plus. On peut avoir plus infini, plus infini, plus infini. Deuxième propriété. Si f est quelconque, alors f est mu0 intégrable. C'est intégrable dans l'espace mesuré MC, B inter MC, mu0. Si et seulement si f chapeau est mu intégrable sur x, c'est-à-dire sur l'espace mesuré x, b mu. Donc f est mu0 intégrable sur MC, si et seulement si f chapeau est mu intégrable sur x. Dans ce cas, on a encore l'égalité des trois intégrales. L'intégrale de f sur MC par rapport à mu0 égale l'intégrale de f chapeau sur x. L'intégrale sur x de f chapeau d mu égale l'intégrale sur MC de f chapeau d mu. Donc cette proposition, résultat-là, cette proposition justifie la convention suivante. C'est une convention très importante. F de MC vers R bar, respectivement, c'est une application définie mu presque partout sur X. Il est défini sur MC et il n'est pas défini sur M. Okay? Si F et B, et bien sûr, F chapeau, c'est toujours son prolongement par 0 à X. Donc, si F et B inter MC mesurables, respectivement mu0 intégrable, on dira abusivement, regardez, parce que si F et B inter MC mesurable, si seulement si F chapeau est B mesurable. Et d'après la proposition précédente, si F est mu0 intégrable, si seulement si F chapeau, F est mu0 intégrable, si seulement si F chapeau est mu intégrable. Et dans ce cas, les intégrales coïncident. OK? Donc, si F et B inter MC mesurables, respectivement mu0 intégrable, on dira abusivement, on dira abusivement que F et B mesurable, respectivement mu intégrable, même s'il n'est pas défini sur X. Donc, on peut toujours la regarder comme une fonction définie sur X, quitte à penser à son prolongement F chapeau. Donc, quitte à la prolonger par chapeau, par 0 sur M. Voilà. Donc, en prolongeant sur X, bien sûr, bon, en posant F chapeau de X égale F de X, si X appartient à MC, F chapeau de X égale 0, si X appartient à M. Donc, même si la fonction n'est pas définie sur X, hein, il est défini sur le complémentaire d'un négligeable, on peut la regarder comme une fonction définie sur X. Et on dira que F est B mesurable et que F est mu0 intégrable, est mu intégrable. Voilà. Donc on dira abusivement que F est B mesurable, respectivement mu intégrable. On écrira alors l'intégrale de F sur X de F d mu, même s'il n'est pas défini sur X. Donc on écrira l'intégrale sur X de f d mu à la place de l'intégrale sur MC de f d mu0 lorsque f est positive ou mu0 intégrable, d'après la propriété 1 et la propriété 2. Propriété 1 pour le cas positif et la propriété 2 pour le cas quelconque. C'est très important, à condition qu'elle soit définie presque partout. On peut la regarder comme une fonction définie sur X. Et on dira qu'il est B mesurable et qu'il est mu intégrable. S'il est bien sûr B inter MC mesurable, respectivement mu0 intégrable. On peut dire ça abusivement, ça ne posera aucun problème. Et on traitera la fonction comme s'il était défini sur X tout entier. Bon, je termine rapidement par cet exemple. C'est un exemple, vous avez un exercice en TD qui traite cet exemple-là, si vous voulez. Donc, soit rapidement, soit Fn est une suite de fonctions complexes mu intégrables définies sur X, telles que cette série de nombres réels est finie. Les fonctions sont mu intégrables, complexes, mu intégrables. Donc, cette intégrale est finie. C'est un nombre réel positif. Donc, c'est une série de nombres réels positifs. C'est une série à terme positive. Donc, on suppose que cette série est convergente dans R, plus précisément dans R+.
Bon, alors, on a d'après la proposition 4,1,24, qui est une conséquence de théorème de Beppe-Lévy, l'intégrale de la somme, c'est la somme des intégrales. Il suffit que les fonctions soient positives mesurables. Ce qui est le cas ici, le module de Fn est une fonction positive mesurable. Donc, l'intégrale de la somme, c'est la somme des intégrales. Et cette somme est finie par hypothèse. Hein? Donc, ça veut dire que cette fonction-là, cette somme est une fonction mu intégrable, puisque son intégrale, c'est une fonction positive et son intégrale est finie. Donc, c'est une fonction mu intégrable. Bon, puisqu'il est mu intégrable, elle est finie presque partout. Ça veut dire qu'il existe un négligeable m, c'est que quel que soit x appartient à mc, sigma de n égale 1 plus l'infini de module de fn de x est fini. Autrement dit, la série sigma de module de fn de x est une série convergente sur mc. Elle converge simplement sur mc. Donc, la fonction qui a x associé f de x égale sigma de n égale 1 plus infini fn de x est définie mu presque partout sur x. Parce qu'il est défini sur mc. OK? Sur m, il ne l'est pas. Vous voyez, si on considère m, c'est l'ensemble. M, c'est l'ensemble des x tels que sigma de n égale 1 plus l'infini de module de fn de x est divergente. C'est-à-dire, il vaut plus l'infini. M, c'est l'ensemble des x appartenant à x tel que sigma de n égale 1 plus l'infini de module de f de x est divergente, c'est égal plus l'infini. Alors, cette fonction-là est définie presque partout. On verra la suite en TD, Inch'Allah. Salam alaikum.